jusqu'à début octobre en fait. Ça va se prolonger encore. Ça va se prolonger un petit peu plus. Jusqu'à vers le 9 octobre. 9 octobre. Et voilà, nous allons continuer la petite discussion entamée il y a... Oui, alors la semaine dernière, nous étions avec M. Darras, donc, et puis j'ai oublié votre nom. Maisonneron, Francis Maisonneron. Comment? Francis Maisonneron. D'accord. Donc on était peu nombreux, mais la discussion était animée et très intéressante. Et on avait commencé à parler en particulier d'une petite peinture qui se trouve, dont il y a un état, si vous voulez, ou une version plutôt là-bas, qui s'appelle la Vierge ouvrante, et puis une version de l'autre côté, dans l'autre salle, qui s'appelle aussi la Vierge ouvrante, mais d'un format plus grand. Ça, c'est plus une peinture, et là, on est plus dans une gouache, ouais, de petit format. Voilà. Donc, on va peut-être poursuivre. C'est toujours dans le but, si vous voulez, non pas d'expliquer la peinture, hein, ou la façon dont je peins, mais comment dire, d'être, si vous voulez, de façon générale, de parler de la peinture. J'aimerais bien que, si vous voulez, ces questions sur cette peinture en particulier nous renvoient à des questions générales sur la peinture. C'est ça plutôt, je pense, qui pourrait être intéressant et relancer le débat. Parce que finalement, ce que dit un peintre sur sa peinture, je crois que c'est pas très intéressant. Il peut la sentir d'une certaine façon, avec une certaine psychologie, si vous voulez, mais il ne cherche pas à transmettre des sentiments, hein, par sa peinture. C'est tout autre chose. Il cherche il se pose, d'abord il cherche à jouer avec la peinture, il cherche à se faire plaisir, et il cherche aussi à rejoindre, je crois, des maîtres de la peinture, quoi, hein, à se mettre dans les pas des grands peintres du passé. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que j'aimerais orienter le débat, en se supportant donc sur certains exemples, puisque finalement je suis le plus à même de parler de ce que j'ai fait moi-même, donc sur certains exemples de cette façon de peindre que sont les gouaches qui sont ici. Et après, on abordera peut-être des questions plus générales, une fois qu'on aura... Alors la dernière fois, on était parti, pour expliquer ce tableau, si l'on veut expliquer entre guillemets, hein, on était parti de cette image qui est une peinture, enfin la reproduction d'une peinture qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Quimper. Je ne sais pas si elle est toujours accrochée, hein, mais elle y était quand je suis intervenu auprès du public au musée des Beaux-Arts de Quimper par l'intermédiaire de Yvon Lebras, qui organise 2 fois par an ou 3 fois par an ce qu'il appelle un exercice d'admiration. Hein, c'est-à-dire qu'il convoque un peintre et un poète, ou un peintre et un écrivain, qui doivent choisir des peintures du musée et puis s'exprimer devant ces peintures face au public. Alors c'est toujours assez intéressant, c'est très varié, et moi j'ai pris la chose au sérieux, et puis je me suis posé la question finalement pourquoi j'aimais cette peinture, hein. Je l'aimais peut-être indépendamment de mon travail direct, si vous voulez, mais ça m'a quand même... j'ai voulu aller jusqu'au bout, si vous voulez, de cette analyse du goût, hein, de cette analyse du goût d'une peinture de la Renaissance, ou d'une peinture qui avait une histoire religieuse plutôt. Alors la dernière fois, j'avais essayé de démonter cette peinture. Je me suis dit comment elle est faite. Est-ce qu'il a joué avec... est-ce qu'il s'est fait plaisir, le peintre, par exemple? Elle est faite pour être d'abord une image religieuse, mais est-ce qu'il s'est fait plaisir d'une certaine façon, comment dire,
en essayant d'imiter la nature, en ce qui concerne le corps humain, des choses comme ça, voilà. C'est-à-dire se rapprocher le plus possible d'un effet illusionniste, quoi. Il y a quelque chose comme ça dans la peinture de la Renaissance, et voilà, c'est donc un jeu également, à cette époque, hein, pour faire de la peinture, il s'agit toujours d'un jeu. Et j'ai démonté ça un petit peu comme on démonte une horloge, quoi, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui conduisent à faire de la peinture, et puis après, dire pourquoi je l'aime, c'est pas possible, puisque les choses sont décomposées, on ne peut pas les réunir pour dire, ben voilà, j'aime cette peinture, et on ne peut pas non plus dire quand on aime quelqu'un, je l'aime parce qu'il a telle ou telle qualité, c'est pas possible, on l'aime, voilà, c'est comme ça. Et pour la peinture, c'est pareil. Mais ça fait rien, pour en parler, c'est toujours intéressant d'essayer de faire l'analyse. Et M. Darras, justement, et son ami ont posé des questions intéressantes, et M. Darras m'a fait remarquer, à la fin de mon exposé, de ma décomposition, que pour lui c'était beaucoup plus simple, et que finalement, la peinture que j'ai faite, qui est donc, puisque vous tournez le dos à cette peinture, est-ce que... Non, je ne l'ai pas en reproduction. Enfin bref, la peinture qui est derrière vous, que vous pourrez regarder, est-ce qu'il n'est pas plus simple finalement de dire, eh ben voilà, cet enfant qui fait violence à sa mère, étant donné la différence d'échelle entre l'enfant et la mère, et est-ce que ça ne trahit pas quelque chose qui serait de l'ordre plutôt de la psychanalyse, c'est-à-dire quelque chose d'un problème entre l'enfant et sa mère, c'est-à-dire peut-être un problème de moi avec ma mère, oui, pourquoi pas. Effectivement, je trouvais l'interrogation intéressante, interrogation qui montre, enfin plutôt remarque, qui montre que le peintre n'est pas lui-même maître de ce qu'il fait complètement, si vous voulez. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, bon, on en reste là pour cette peinture, puisqu'on en a déjà parlé. Et la deuxième intervention au musée de Quimper sur laquelle j'ai parlé, c'est cette lutte gréco-romaine qui se trouve, qui est une sculpture qui est au musée de Quimper, qui n'est pas un original, qui est une copie en marbre d'une sculpture dont l'original, je ne sais pas où il est, mais qui est d'une dimension un peu différente, et qui est donc une sculpture gréco-romaine. On joute entre deux personnages. Alors, là aussi, c'est le goût spontané, sans explication au départ, qui dit bon, j'aime ça. Voilà. Et après, j'ai joué le jeu que me demandait de jouer Yvon Lebras devant le public, c'est-à-dire pourquoi j'aime ça. Et là, je me retrouve là avec une obligation, si vous voulez, de parole devant quelque chose que j'aime. Donc il y a un peu un porte-à-faux, hein, la parole du peintre ou de l'artiste n'est pas toujours très, très intéressante. Donc vous pourriez faire le même exercice finalement avec autant de... voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette peinture? Qu'est-ce que ça représentait pour moi, cette lutte? C'est un marbre antique qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, et dont l'original est au musée des Offices, voilà. Et au musée des Offices à Florence. Et à cette époque-là, n'oubliez pas que la lutte gréco-romaine, donc c'était un sport de l'époque, et on enduisait les corps d'huile et de sable pour rendre la lutte encore plus difficile. Alors, vous imaginez la chose. Pour moi, ce que je trouve frappant, c'est cette association, ce complexe de deux corps qui sont entrelacés, si vous voulez, et où on hésite peut-être au premier abord entre l'étreinte ou la lutte, quoi. Il y a quelque chose comme ça, quand si vous allez au musée de Quimper, vous verrez que c'est tellement beau, c'est tellement frappant que, ma foi, c'est quelque chose d'attachant, quelque chose qu'on peut associer soit à l'amour, soit à la lutte. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose d'un complexe qui est une sorte de forme, de matière, forme, mouvement, qui
qui frappe comme ça d'emblée et qui est indissociable. On ne peut pas dissocier les trois choses, matière, forme, mouvement, dans ce sujet-là. Et moi, si je dois mettre des paroles là-dessus, je suis un petit peu gêné, mais je me rattrape, si vous voulez, d'abord avec l'époque, 6e siècle avant Jésus-Christ, et puis je me rattrape aussi avec des métaphores, quoi, quelque chose qui me fait rêver. La métaphore de l'éternité, par exemple. Pourquoi faire du corps humain, qui est quelque chose de mou, pourquoi en faire quelque chose en pierre, par exemple? Il y a quelque chose qui est l'ordre du rêve, comme ça, qui me trouble, quoi, Pourquoi en faire quelque chose de la pierre? Eh bien, parce que c'est l'illusion de la pétrification, l'illusion de quelque chose qui va rester pendant l'éternité. On veut fixer dans l'éternité quelque chose qui nous attaque, qui nous frappe, auquel nous sommes sensibles, c'est-à-dire l'association de deux corps. Rapport à la pétrification, donc, on veut nous faire croire à quelque chose, que ces choses-là, comme la lutte ou le combat, ou le rapport amoureux, si vous voulez, sont des choses qui peuvent résister au temps, quoi. Voilà une chose qui m'a fait rêver, si vous voulez, lorsque j'essaye de penser à cette sculpture. La deuxième chose qui me fait rêver, c'est l'androgyne. C'est-à-dire que ces deux corps plutôt qui sont associés, eh bien, on peut en faire un seul corps, en fait. On pourrait imaginer qu'ils cherchent à devenir un seul. C'est-à-dire qu'ils cherchent à retrouver nos origines, qui selon la mythologie platonicienne, nos origines qui seraient androgynes. Nous sommes issus d'un androgyne qui aurait été coupé, et, suivant une histoire de Platon. Et donc, nous chercherions, par les actes amoureux, à reconstituer cet androgyne. C'est le mythe de Platon. Voilà, ça c'est la deuxième chose qui me fait penser, si vous voulez. Et il y en a une troisième, la métaphore du conflit. Métaphore du conflit, qui est une métaphore qui a été citée, enfin qui a été vantée ou déclamée par des grands philosophes, comme en particulier Héraclite. Héraclite, qui est un philosophe qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc avant Platon, qui a un fragment, on a trouvé des fragments d'Héraclite, et dans un de ces fragments, il dit textuellement que le conflit est le père de toute chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer la marche du monde sans le conflit. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a donc quelque chose qui est éternel, si vous voulez, dans cette lutte également que je trouve dans cette lutte de deux personnages. Et enfin, pour moi, en suivant cette métaphore du conflit, on arrive peut-être à la période socratique, si l'on veut, où le rapport du dialogue platonicien, du dialogue entre deux personnes, est la source, si vous voulez, de la lumière. C'est-à-dire que c'est dans le dialogue, dans le conflit entre deux personnes, que va jaillir quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Voilà donc à quoi m'ont fait penser ces deux lutteurs. Et j'espère que c'est un petit peu en pensant, donc, en étant obligé comme ça de m'exprimer pour ces deux lutteurs, alors qu'habituellement, lorsque je regarde une œuvre d'art, ma foi, je la regarde en raccourci, je dis j'aime ou j'aime pas, et puis je l'associe à une autre œuvre d'art que j'ai aimée. Et là, en étant obligé de parler et
décortiqué un peu la chose, eh bien, je me suis aperçu que finalement, c'était la force de la peinture, ça, hein, la force de la sculpture, de nous obliger, de résister finalement à toutes nos interrogations et de nous obliger à penser, de nous obliger finalement à rassembler nos idées et puis peut-être remonter aux origines également. Il y avait quelque chose comme ça dans la sculpture. Alors, pour aller plus loin, puisque finalement, moi je suis, enfin, ce qui différait des spectateurs auxquels je m'adressais, c'était ma profession d'artiste. Il fallait donc que je défende la chose, ou que je parle de cette chose, de cette lutte-là, et de peinture de la Renaissance. Il fallait que j'en parle en tant que peintre également. Et en parler en tant que peintre, pour moi, c'était me mettre à la peinture, en fait. Me mettre à la peinture, et après, essayer de faire penser, de penser à partir de ces peintures. Donc je me suis carrément mis à travailler à partir de cette lutte gréco-romaine. Et le premier travail artistique est toujours un travail inconscient, un travail qui jaillit comme ça de la toile, des couleurs, voilà. Et pour moi, j'étais dans un terrain complètement connu pour moi, hein. C'est-à-dire pourquoi j'avais choisi, c'est évident pourquoi j'avais choisi cette sculpture. C'est parce que, eh bien, je cherche toujours dans mes peintures une espèce de dialogue entre deux choses, deux tâches, deux couleurs, deux formes, hein, qui sont capables soit de se coaguler, hein, de faire une seule masse, ou au contraire, qui créent des tensions qu'on ne peut pas résoudre, si vous voulez. Des choses comme ça, il y a toujours, vous avez remarqué dans mes peintures, il y a souvent deux personnages, et il y a une tension entre ces deux personnages. Donc j'étais en terrain inconnu, et je me suis emparé très facilement de cette lutte gréco-romaine, et j'ai essayé donc d'en faire quelque chose. Et bizarrement, il ne fallait pas que je recopie, puisque recopier, bien que le sujet est inépuisable, hein, eh bien là, j'ai voulu éliminer un des personnages. Il y en a un qui est à peu près resté comme il est, et puis l'autre qui a disparu carrément et qui a été remplacé par une boule. Je ne me suis pas posé la question d'emblée, pourquoi la boule? Mais après, si je voulais être cohérent avec cet exercice d'admiration, il fallait que je me pose la question de la boule. Pourquoi elle est venue, cette boule? Bien là, toujours la même chose, je me suis coltiné un petit peu la réflexion plus ou moins philosophique sur le sens de cette boule, et peut-être pourquoi elle est venue spontanément aujourd'hui, alors peut-être qu'elle ne venait pas spontanément à d'autres époques. Enfin, peut-être que je me donne trop d'importance en disant ça, mais j'ai voulu quand même aller jusqu'au bout et me dire, eh ben, ça ressemble au mythe de Sisyphe finalement, hein. C'est quelqu'un qui pousse sa boule, et on est dans le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'on a changé d'époque, on n'est plus dans l'époque du conflit de la Grèce antique, on est dans l'époque où l'homme, finalement, il est seul avec lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il pousse sa boule, mais il est seul à pousser sa boule. Il est dans une sorte de solitude. Nous sommes au 19e, au 20e siècle. Nous sommes avec le mythe de Sisyphe de Camus, par exemple, où l'homme prend conscience de l'absurdité de l'existence et finalement ne peut plus tenir compte sur Dieu ou sur la religion, si vous voulez, pour s'en sortir. Il n'y a plus peut-être cette dualité entre l'âme et le corps qui existait du temps de la religion. Il faut s'en débarrasser, nous sommes seuls avec nous-mêmes. Voilà la réflexion que j'en ai faite. Enfin, c'est un petit peu trop philosophique sans doute, hein.
Et ça ne me convenait pas trop, et j'ai continué mon dessin, j'ai continué mon travail, et puis je me suis aperçu que finalement, cette boule pouvait très bien aujourd'hui se transformer en écran. En écran. Parce que nous sommes sans arrêt des individus connectés, hein, des individus en relation avec des images, en relation avec un écran. Nous avons d'une certaine façon abandonné notre solitude et notre peine, si vous voulez, du mythe de Sisyphe, hein, notre, comment dirais-je, notre misère de cette vie absurde. Nous l'avons abandonné, mais en même temps, nous sommes devenus peut-être les esclaves d'écran ou d'objets technologiques. Voilà. Mais, j'en ai d'autres? Non. Si, il y a quand même autre chose. Voilà, c'est ça. Alors, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ici, hein, présenté dans cette galerie, vous ne voyez pas cette dernière œuvre. Pour la bonne raison que je me suis dit que finalement ça ne me rapprochait pas tellement de mon travail. Je me suis dit mais qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Pourquoi je ne travaille pas davantage l'écran, par exemple? L'écran. Ça ne m'intéresse pas trop d'avoir cette séparation entre le personnage et l'écran. C'est cette séparation qui me gêne. Il fallait que je retrouve quelque chose qui est de l'ordre de la fusion. Et c'est quelque chose de l'ordre de la fusion que vous trouvez ici. Hein, c'est ce que j'ai appelé la joute également, hein, en hommage à cette joute ici. C'est, pour moi, c'est la lutte bretonne, disons, hein, puisque je suis breton. Hein, je suis retombé sur mes pieds en faisant de cette lutte bretonne quelque chose qui a un rapport à la fusion de deux êtres. C'est-à-dire que je retrouvais un petit peu d'une autre façon l'histoire du conflit, hein, qui me tient à cœur, du conflit qui est père de toute chose dont parlait Héraclite. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais... Oui, dans prolongement du... Oui, dans ce travail-là, le rapport, je parlais du rapport à la multitude aussi. Le rapport à l'écran, c'est un rapport à la multitude. Si vous voulez, nous sommes plus seuls, nous sommes face à la multitude. Quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est pertinent. Voilà, bon, ben, ces deux façons de procéder, hein, à partir de peinture ou de travaux déjà de l'histoire de l'art, sont quelque chose qui m'a occupé pour d'autres travaux, comme là, le travail pour Rubens, la relecture d'un tableau de Rubens, l'enlèvement des filles de Leucippe par Castor et Pollux, et puis en bas, un tableau qui se sert d'un tableau de Gréco. Alors voilà le tableau de Gréco, et voici le tableau de Rubens. L'enlèvement des filles de Leucippe, et là, le tableau de Gréco, c'est le Jésus chassant les marchands du temple. Donc il y a une partie, ce personnage-là, qui se retrouve dans le petit tableau du bas, ici, qui est un hommage à Gréco. Et là, la composition de l'enlèvement des filles de Leucippe que j'ai gardé et dont je me suis approprié, si vous voulez, pour en faire une relecture, une traduction. Alors, si je comprends bien, là, ici, là, c'est le Christ qui devient maman. Alors là, c'est le Christ qui devient maman, oui, c'est une interprétation. Ah ben c'est... Voilà, alors c'est un peu... là, il s'agit peut-être de questions posées par rapport au fonctionnement de la peinture aujourd'hui. Peut-être, on peut peut-être poser quelques questions comme ça. Moi, je n'ai pas une grande... c'est pas très clair dans ma tête, si vous voulez.
comment fonctionne, qu'est-ce que doit faire un peintre aujourd'hui, peu m'importe finalement. Le peintre aujourd'hui, ben, il doit se faire plaisir, si vous voulez, il doit continuer le jeu de la peinture, hein, c'est ça qui est important, et surtout faire plaisir aux autres en continuant ce jeu de la peinture, les engager à penser ou les engager à jouir de leurs yeux, quoi, hein, de leur regard. Voilà, donc il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'autres choses à dire, sauf à revenir également sur ce que je disais tout à l'heure, essayer de se mettre dans les pas aussi des peintres que l'on admire. Il y a quelque chose comme ça. Excusez-moi, mais vous ne croyez pas que ça relève d'une pulsion intérieure, un désir de création? Oui. Ça vous échappe. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'après ça devient un jeu, mais c'est quelque chose qui sort. C'est un peu comme, je sais pas. Alors là, oui, bien sûr, c'est du désir. Le rapport à ça vous chatouille, quoi. Au processus créatif, il est très général, c'est-à-dire que il existe chez les enfants, il existe chez tout le monde, chez vous comme chez moi, d'une façon relativement spontanée. Lorsque vous savez très bien que lorsque vous avez un crayon, vous téléphonez, que vous avez un crayon à la main, il y a des dessins que vous faites spontanément sans même réfléchir, sans réfléchir à votre dessin. Donc il y a quelque chose de spontané, et chez les enfants, il y a quelque chose de spontané comme ça, où ils ne se posent absolument aucune question, ils ont un besoin de dessiner. Chez les malades mentaux également, enfin, tout le besoin de dessiner quelque chose qui fait partie de notre nature. Il y a quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire pour ça, si vous voulez, qu'on arrive à l'œuvre d'art. Alors, c'est ça l'intérêt. Je crois que la question intéressante est là, quoi. Comment, de l'expression spontanée qui nous est à tous naturelle, passe-t-on à l'œuvre d'art? Voilà, ça c'est... Oui, alors là, je pense qu'il y a un besoin déjà qui s'exprime au niveau de la parole. Ça fait partie de la même... de chercher à dire des choses qui sont intérieures, voilà, donc qui peuvent mieux s'exprimer par les mots. Oui. Et après, il y a une autre dimension qui ne sont plus exprimables par les mots, donc qui vont passer par la création de formes. Tout à fait, oui. Oui. Chez l'enfant, c'est tout à fait net. On peut lire à travers leurs dessins leur état d'esprit ou leurs problèmes également psychologiques, s'ils en ont. Mais quelque chose me trouble dans ce que vous avez dit. Vous dites il s'agit pour le peintre de se mettre dans les pas d'un grand maître, d'un maître qu'on admire. Oui, oui. Et ça me trouble. Parce que, bon, effectivement, votre tableau, je ne suis pas peintre, hein, moi-même, donc je ne connais pas le processus à ce niveau-là. Mais l'œuvre d'art démarre de cette pulsion nécessaire. Oui. Et pour aller vers la connaissance de soi, quelque part. Je ne pense pas que la connaissance de soi soit quelque chose d'absolument important. Ou l'expression de soi. L'expression de soi, oui. L'expression spontanée. Mais la connaissance de soi, je ne pense pas qu'elle soit très importante pour un peintre. En tout cas, elle n'est pas très importante pour vous. Non, c'est clair, pas pour le spectateur. Voilà. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Et ce que cherche à faire le peintre, c'est plutôt capter le regard des autres, en fait. Oui. Pas pour lui, hein, mais que ces tableaux captent le regard des autres. Si, c'est comme un humoriste quand il est sur la scène, si vous voulez. Ce qui est important pour lui, c'est de faire rire, quoi. S'il réussit à faire rire, il a gagné. Il s'en fout finalement qu'il soit bien considéré en tant que personne. Mais s'il a réussi à faire rire, c'est ça qui compte. Bien sûr. Pour le peintre, bon, c'est autre chose, mais d'une certaine façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces images, si ces images captent le regard, si on a envie de revenir une fois, deux fois, trois fois voir l'exposition, il est ravi. C'est ça qui compte pour lui. Hein. Mais pourquoi dites-vous se mettre dans les pas d'un maître? Alors, se mettre dans les pas d'un autre, parce que ça commence comme ça, si vous voulez, après la phase expressionniste des enfants, quoi, hein, il y a un moment donné où c'est différent. Les enfants vont feuilleter des livres et tomber sur une gravure de Dürer, par exemple. Comment s'est fait ce truc-là? Mais comment a-t-il pu? Comment ça? Il y a une telle force dans cette gravure, faite avec des traits et des points, tout simplement. Il se pose des questions comme ça, l'enfant qui a 10 ans, disons, 12 ans, ou un peu plus, je ne sais pas. Il se pose cette question-là, il dit comment c'est fait. Et une fois qu'il a posé cette question, comment c'est fait, il va vouloir imiter.
Il y a quelque chose de l'ordre du mimétisme, si vous voulez, qui est présent en nous et qui fait qu'on a envie de se mettre dans les pas des autres. Hein. Le peintre, lui, il fait son travail avec ce qu'il sait faire, avec sa spontanéité, mais il fait son travail aussi avec ce qu'il a vu et ce qu'il a admiré. Oui. Et ça perdure tout au long de votre Moi, oui. des années. Ouais, c'est-à-dire que j'aime bien les voir les expositions, oui. Ah, oui. C'est une nourriture. Comment ? C'est une nourriture. C'est une nourriture qui continue. Ah ben, moins maintenant, hein, mais entre 35 et 50 ans, si vous voulez, j'ai vu beaucoup d'expositions. Maintenant, je suis lassé, mais je n'ai pas trop envie. Mais ça a été important, oui. C'est-à-dire que je pense qu'on peint aussi avec la peinture des autres. Mais il faut la digérer, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester dans les pas d'un peintre. Hein. Il faut aussi dévier à un moment donné. Si vous restez toujours dans les pas du même peintre, c'est gênant, quoi. Ça va se sentir, ça va se voir, et puis ma foi, vous n'aurez pas fait votre travail, quoi, parce que le travail consiste aussi à s'en dégager, quoi, un moment. Alors, personnellement, je ne les vois pas dans vos peintures, les grands-mères. Ah bah, tant mieux, mais il y a beaucoup d'influence. Donc c'est digéré. Certainement, j'espère que c'est digéré, mais il y a beaucoup de... J'ai regardé beaucoup la peinture. Je ne suis pas de ceux qui disent « je ne veux pas être influencé, donc je ne vais pas voir les expositions ». Il y a des peintres qui disent ça. Ou il y a des peintres que ça n'intéresse pas de voir des expositions. Et qui travaillent seuls dans leur coin. Ils peuvent faire des choses très bien d'ailleurs. Hein. Mais bon, moi je n'en fais pas partie. Il y a une influence Bacon dans votre... Alors oui, c'est un peintre dont j'ai beaucoup aimé le travail, que je continue à aimer. Je continue à aimer le travail. Je crois que c'est un peintre qui continue à me poser des questions. Je crois qu'il a inventé, que Bacon a inventé un espace, hein, un nouvel espace, si vous voulez. Un nouvel espace, c'est ça le tableau en fait, c'est inventer un espace. Je crois qu'inventer un tableau, c'est inventer un espace. Et lui, ce qui le fascinait, je pense que c'est de faire vivre un personnage dans un intérieur clos. Il y avait quelque chose comme ça. Alors, faire vivre un personnage dans un intérieur clos, c'était donc représenter le corps dans un intérieur clos et en faire une peinture. Ce qui n'est pas du tout évident, puisque on tombe facilement sur l'anecdote avec ce genre de représentation. Alors lui, il est sorti de l'anecdote et il a par une sorte de violence faite au corps, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il a été dans le prolongement d'un certain expressionnisme, et que sa peinture tient aussi avec ce registre-là. Mais il y a autre chose, il y a le rapport du corps avec l'objet, hein, comme si l'objet était un prolongement du corps. Hein. Quand vous regardez par exemple un nu de Bacon dans une pièce, sur un fauteuil ou sur un lit, vous avez l'impression qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Les deux sont font partie du tableau, vous ne pouvez rien enlever. Et c'est ce rapport du corps avec l'objet et cette capacité qu'il a eue de faire fusionner plastiquement les deux, c'est ça qui me trouble le plus. Et de le faire dans un intérieur qui fait partie aussi de cet ensemble-là. C'est-à-dire on sait que c'est un intérieur, mais ce n'est pas un intérieur habituel. C'est un intérieur qui est aussi, qui doit quelque chose à la psychologie de Bacon, quoi, qui doit quelque chose à... Donc, pour moi, c'est un peintre vivant. Il a dit une chose intéressante également par rapport à la peinture. C'est un peintre foncièrement attaché à la représentation, hein, c'est-à-dire foncièrement figuratif. Il disait que la peinture abstraite n'avait pas d'avenir, la peinture non figurative n'avait pas d'avenir,
et que le jeu de la peinture allait se poursuivre par la peinture figurative, mais que ce jeu allait être de plus en plus difficile. Et je pense si l'on regarde la confusion qu'il existe dans la peinture aujourd'hui, ou dans l'appréciation de la peinture aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il avait raison. Parce que c'est vrai que le jeu, pour un peintre aujourd'hui, est de plus en plus difficile. On en parlait tout à l'heure avec madame, que finalement, une espèce de confusion, si vous voulez, dans le jugement qu'on peut avoir sur la peinture. Il y a beaucoup de peintres emportent le morceau, si on veut, en faisant une peinture expressionniste très colorée, ou une abstraction lyrique, si vous voulez. C'est quelque chose qui semble relativement facile de défendre. Il y a quelque chose comme ça qui a un impact au premier regard, et on se demande si cette peinture a la force d'une nouvelle peinture, ou si elle ne fait qu'emprunter ou être le prolongement de l'expressionnisme abstrait, ou de la peinture, de l'abstraction lyrique, des choses comme ça. Il y a donc une facilité, à la fois une facilité de peindre, une plus grande facilité de peindre, c'est-à-dire d'émouvoir par la peinture, et puis une difficulté de véritablement penser sur la peinture aujourd'hui, je crois. Mais bon, ça reste... j'ai peut-être un jugement un peu dur, si vous voulez, sur la peinture abstraite ou l'abstraction lyrique aujourd'hui. Moi, les peintres qui m'ont le plus ému au XXe siècle sont, sans parler bien sûr des grands peintres du début du XXe siècle, les surréalistes, les peintres comme Picasso, des gens comme ça, sans parler de ceux-là, tous qui sont venus dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, parmi eux, oui, il y a Francis Bacon, effectivement, il y a Reberol, et plus récemment, il y a des peintres comme Dado, dont vous parliez. Et puis un peintre que j'aime bien aussi, mais il y en a beaucoup qui travaillent aussi dans ce sens-là, qui s'appelle Ronan Barreau, qui est un jeune peintre qui a 45 ans. Et ces peintres-là, les peintres comme Ronan Barreau, Garouste également a eu une période intéressante en peinture, je trouve, dans une sorte de néoclassicisme. Il y a quelque chose... Alors, c'est marrant parce que dans ces peintres que j'aime, il y a des gens qui ont fait des relectures de la peinture du passé, néoclassicisme chez Garouste, chez Reberol, le rapport, alors peut-être moins chez Reberol, mais le rapport au personnage, il y a quelque chose d'expressionniste, si vous voulez, il y a un rappel expressionniste dans les rapports entre les personnages chez Reberol. Et puis chez Ronan Barreau, alors il y a beaucoup, il y a toujours un clin d'œil à Goya, par exemple, Goya ou Courbet également, quoi. Donc là, on retrouve les grands peintres du passé, quoi, se mettre dans les pas du passé pour prendre des forces, si vous voulez, et aller plus loin après. Une tentative, puisque c'est pas forcément possible. Vous n'avez pas l'impression que, vous parliez de l'expression lyrique, là, qu'on a atteint, en quelque sorte, l'image va être un peu pas très belle, mais qu'on a atteint un fond de cuve de la créativité, oui, avant de repartir, quoi. Ah oui, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'on a tellement vidé le contenu de la créativité, surtout en voulant absolument sortir tout figuratisme. Donc on arrive là. Il y a une sorte de lassitude et de profusion aussi, qui fait que... Disons, on arrive à expurger complètement la peinture de toute forme, et donc être uniquement dans le mouvement et dans le travail, disent eux-mêmes, dans le travail de la peinture pour elle-même, peine pour la peinture. Oui, la peinture pour la peinture, ça c'est déjà quelque chose
qu'on peut faire remonter à Cézanne. La peinture mais pour la chez peinture. Cézanne, il y a quand même des formes. Oui, Moi, d'accord, mais il est l'initiateur de quelque chose, si vous voulez, qui se continue au XXe siècle, et qui est plus ce qu'on appelle peinture-peinture, c'est-à-dire où le sujet est un petit peu évacué. Oui, mais il y a l'action painting, tout ça. L'action de painting, mais sans parler des peintres américains, bon, restons en Europe, avec des peintres comme Kandinsky, tout ça, le rapport, la peinture, si vous voulez, se rapproche de la musique d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'émotion directe, quoi. Hein. On essaye d'être dans l'émotion directe, hein, avec Kandinsky ou Paul Klee, hein. On essaye d'être dans l'émotion directe. Mais ça, c'est initié par les grands peintres comme Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Hein. Trois grands peintres qui ont eu des suites importantes quand même. Hein. Cézanne pour le cubisme, par exemple, et bien d'autres choses encore. Van Gogh pour l'expressionnisme, hein, peinture expressionniste des Allemands, etc. Et puis Gauguin, je ne sais pas comment on pourrait qualifier, enfin, ceux qui ont fait des emprunts à Gauguin, mais une peinture relativement simplifiée, qui se rapproche peut-être de l'imagerie aussi japonaise ou des choses comme ça. Une peinture peut-être plus, comment dire, où la puissance, je ne sais pas trop comment, pour Gauguin je ne sais pas trop. Comment moi je pensais à Cobra, là, le mouvement Cobra. Oui, mais pour l'influence de Gauguin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sur Gauguin, ça, je ne sais pas, on est toujours pour moi toujours dans le figuratif. Il est dans l'essence du paysage, non? Comment? Dans l'essentiel du paysage. Oui, c'est-à-dire que la simplification des formes, quoi. On est dans la simplification des formes. Il y a tout le mouvement Nabi aussi. Oui. Oui. Et en même temps, on est dans un souci on est moins dans le souci du sujet évacué, si vous voulez. On est moins dans la musique. Chez Gauguin, il y a quand même, il se pose des questions métaphysiques d'une certaine façon, hein, par rapport au primitif, par rapport à la croyance, à la religion, etc., par rapport au destin de l'Occident, hein, qu'il accuse finalement d'une certaine façon en allant voir ailleurs comment ça se passe chez les primitifs, l'Occident qu'il accuse de décadence d'une certaine façon. Il y a quelque chose comme ça chez Gauguin. Ne serait-ce que quand il venait à Pont-Aven, hein, comment il cherchait quelque chose de... Oui, quelque chose de plus pur, quoi, hein, de plus authentique. Le plus pur, c'est ce qui finit maintenant à Pont-Aven, d'ailleurs. Oui, tout passe. Moi, je pensais le mouvement, là, vraiment, quand on arrive à l'hyper-épuration, il y a de la couleur du mouvement. Oui. Je pensais à Cobra et d'autres... Oui, c'est ça, la spontanéité, voilà. Alors Cobra, qui finalement, on revient là à l'expression pure, hein, des enfants, quoi, hein, l'expression enfantine, quoi. Picasso disait, bon ben, enfin je ne sais pas ce qu'il disait exactement par rapport à ça, la phrase exacte, mais il a tellement dit de choses, mais que pour lui c'était important de retrouver son âme enfantine, quoi, il y avait quelque chose comme ça. Alors peut-être que pas lui il l'a pas trouvé, mais Cobra l'a trouvé. Matisse aussi, oui. Ouais. Et oui, c'est pour ça qu'il n'aimait pas trop Matisse, il aimait bien, enfin plutôt il aimait bien avoir un œil sur Matisse pour voir ce qu'il faisait, Picasso. Enfin, il faisait ça avec tous les peintres, n'importe comment. Dans le sens comme la peinture a dû se départir disons, du modèle à reproduire, puisqu'il y a eu l'apparition de la photo. Oui, c'est ça. Enlever à la peinture tout cet usage qu'a la peinture, faire les portraits, tout ça. Et donc, il y a une sorte de libération, quoi. Oui, mais elle s'est trouvée un peu, la peinture par elle-même, disons, un peu décompensée, quoi. Il fallait retrouver d'autres voies. Oui. Donc, c'est pour ça que je pense que, quand je dis fond de cuve, l'image n'est pas belle, mais on est arrivé au bout pour pouvoir. Oui, et puis des gens comme Bacon, si vous voulez,
il relance la machine d'une certaine façon. Oui, il donne voilà, il relance la machine. Il le relance après les injonctions de Marcel Duchamp, qui dit que la peinture, bon, bah, c'est plutôt ringard, en gros, quoi, il dit ça. Quoi. Il dit que finalement tout objet est bon à admirer du moment que j'ai décidé de l'admirer. En gros, il dit ça, que c'est le spectateur qui fait l'œuvre d'art. Mais bon, tout ça, ça s'épuise aussi. C'est un argument spécieux. Ça s'est épuisé, oui. Donc la peinture est repartie, le plaisir de la couleur, le goût de faire, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas condamner par des injonctions d'intellectuels, quoi. Hein, on peut dire que quand même le prestige de Marcel Duchamp vient aussi de ces injonctions d'intellectuels, quoi. Et je pense à Fautrier. Fautrier a quand même été aussi un initiateur, et je dirais, comment dirais-je, il a fait accoucher de nouvelles manières de peindre, de nouvelles visions. Oui, je ne connais pas bien Fautrier, mais effectivement... C'est quand même lui le précurseur il y a quelque chose... de l'après-guerre. Oui, il y a quelque chose, effectivement, qui essaye de tout oublier de ce qui a été fait en peinture pour revenir à une espèce d'authenticité intérieure complètement dépouillée, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui effectivement m'impressionne beaucoup. Avec quelque chose où la couleur n'intervient pratiquement pas. Il y a une espèce d'exigence monacale chez Fautrier, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et c'est vrai, moi je suis un peu en dehors de ça, parce que j'aime la couleur et tout, mais je suis très sensible à ça. Beaucoup plus Fautrier, par exemple, que Talquat, quoi. J'irais plutôt vers Fautrier que Talquat. Il y a quelque chose que je sens qui est un conflit intérieur chez Fautrier, une véritable question que je ne sens pas chez Talquat. Et Dubuffet également, je pense. Oui. Parce qu'ils étaient quand même dans une recherche de vos nouvelles voies. Dubuffet, oui, dont j'ai vu l'exposition à Landerneau l'année dernière, je crois, et qui m'a beaucoup intéressé, oui. Et on voyait bien le cheminement de Dubuffet. Et effectivement, c'est comme s'il avait décomplexé la peinture. Il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il est revenu aussi à des gestes enfantins, mais il y a quelque chose il a écrit un livre qui s'appelle La contre-culture ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose effectivement d'un effort de contre-culture. C'est-à-dire que Dubuffet était quelqu'un d'intelligent et c'était un intellectuel d'une certaine façon. Et moi je le vois comme ça, hein, c'est peut-être fou, enfin bref. C'est cet effort de contre-culture qui l'a amené à peindre comme il fait et à s'intéresser à des peintres plus authentiques peut-être que lui, comme celui de Vendée, là, Gaston Chessel. Gaston Chessel. Voilà. Qui a eu un moment par rapport à l'art brut. Oui. L'art des fous. L'art des fous, il s'est beaucoup intéressé à ça. Et le mérite de Dubuffet, c'est d'avoir révélé ces choses-là et d'avoir mis le doigt sur ces choses comme quelque chose d'important. Ça, c'est un grand mérite chez lui. Et en même temps, lui-même a agi dans ce sens-là et a peint dans ce sens-là. Et on sentait dans cette exposition de Landerneau la force de son travail aussi. Donc vous renouez avec le figuratif. Moi, j'en suis jamais, disons, je m'en suis jamais séparé vraiment, quoi. J'ai commencé. J'ai essayé. À la gravure, c'était bon, oui, il y a des choses. C'est beaucoup plus, ça fait pas plus abstrait quand même. Oui. Même s'il y a des. Ouais. Mais je pense que on est tenté. Enfin, moi, je suis tenté actuellement après ces travaux-là. Je suis tenté vers non pas
forcément cette continuité-là, parce que au bout d'un moment, la machine fonctionne, mais il y a aussi une sorte de faiblesse qui s'installe, quoi. Alors, je sens maintenant, si vous voulez, après pas mal d'expérience, je sens qu'il ne faut pas insister trop sur, pas trop faire fonctionner la machine dans un seul sens. Et là, ce qui m'intéresserait, ce qui m'intéresse, c'est de brouiller un petit peu ces formes-là qui fonctionnent toujours avec un haut et un bas. C'est-à-dire souvent des formes représentatives du paysage, d'une certaine façon. C'est comme deux personnages dans un paysage, ou deux personnages dans un intérieur. Et j'aimerais bien me libérer un peu plus de ce haut et de ce bas, et faire flotter les formes dans l'espace, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui m'attire, et que j'arriverai peut-être à faire, je ne sais pas. C'est ce qu'on voit sur ce tableau. Indépendant de la pesanteur. Ce tableau, celui-ci là. Oui, il y a toujours ces envies de flotter, d'être en dehors de la pesanteur. Et peut-être que c'est une annonce d'un autre registre. Et pourquoi ce besoin de flottement? Alors là, on peut l'interpréter d'une façon psychologique aussi, mais moi ça ne m'intéresse pas trop. C'est plutôt pour faire repartir, si vous voulez, la recherche, quoi, hein. C'est-à-dire après avoir considéré l'espace comme un espace de paysage ou un espace intérieur avec un haut et un bas, un ciel et une terre, en gros c'est ça, hein, avec une pesanteur, disons. Et qu'est-ce que ça donne lorsque les formes deviennent indépendantes de cet espace-là? Parce que c'est du lourd, hein, qui flotte, hein. C'est évident qu'ils ne peuvent être qu'en apesanteur, hein. C'est-à-dire, ça serait peut-être pour se libérer de la fonction anecdotique de ces peintures, parce qu'il y a une dimension anecdotique dans ces peintures. Alors, ce serait peut-être pour se libérer de cette dimension anecdotique et d'aller vers la peinture, comme on dit, quoi. Peinture, alors quand les peintres ont dit ça, ils ont tout dit, quoi. C'est facile, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'une peinture qui tient par elle-même. Ce qui est... On a beaucoup parlé de ça, hein, et puis finalement, on revient aussi au passé, quelquefois. Alors pour moi, la peinture, oui, j'ai une envie de peinture qui tient par elle-même, comme ça, c'est-à-dire où les formes agiraient toujours en conflit, comme ça, les unes avec les autres, hein, et puis seraient dans la suggestion du corps, puisque le rapport au corps est toujours une chose qui m'intéresse, donc la suggestion du corps, des allusions au corps, si vous voulez, quelque chose qui emprunte au corps. Vous parliez du peintre Dado, par exemple, lui il a beaucoup fonctionné comme ça, avec des choses qui étaient retirées du corps. Alors, bien sûr, alors il ne faut pas être... J'aimerais pas être trop dans la violence, les écartèlements ou la cruauté, si vous voulez, hein, parce que bon, j'en ai déjà assez fait comme ça, d'ailleurs, hein, à un certain moment, et ça, c'est pas très intéressant de ressasser sans cesse des choses comme la cruauté. C'est un peu facile de jouer avec la cruauté, quoi, en peinture. Et j'aimerais plutôt que ça soit dans des allusions, mais pas dans des choses trop marquées, quoi, trop évidentes. Oui, là, ils sont en train de... Il y en a un qui percute l'autre. Oui, alors, je sais pas, oui, on peut dire ça. Ils peuvent jouer calmement. On peut jouer, oui. Là, c'est pas trop cruel, quand même. Là, il y aurait peut-être plus de cruauté, où il y a un personnage où il n'y a pas de bras. Oui, c'est vrai, ça peut être délictueux.
Mais en quoi on perdrait la dimension anecdotique? Parce En supprimant la que forme. lorsqu'on fait flotter les formes, si vous voulez, on n'est plus dans un espace, Terrestre, on n'est plus dans un espace terrestre, donc on oublie, mais- on est plutôt dans le rêve. Hein. Donc on oublie, on fait appel, si vous voulez, à une autre dimension de notre psychisme, quoi. On est plus dans une musique également, hein, puisqu'on est hors de l'espace, quoi. Enfin, hors de l'espace habituel, et peut-être hors du temps aussi, non? Donc on est plus dans la musique. Lorsqu'on est dans la peinture abstraite, on est plus dans la musique. Alors ce serait avec une dimension abstraite un peu plus forte, mais sans aller vers l'abstraction, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, je ne sais pas trop quoi. Je trouverais ça un peu dur, l'abstraction, en ce qui me concerne. Parce que là, il y a quand même une espèce de mur là, qui barre le... Oui, dans certaines... Il y a un espace plus intérieur, presque un espace intérieur. Alors, l'espace intérieur, il n'y en a pas beaucoup finalement. Pourtant, c'est une chose que je recherche. Voilà, on a peut-être fait le tour des questions, je ne sais pas. Dans les espaces intérieurs, en gravure, il y en a peut-être quelques-unes. Celle-là est peut-être plus un espace intérieur. Ça aussi, d'ailleurs, on voit une espèce de porte ici, où tout se passe devant cette porte. Donc on suppose qu'il y a un espace intérieur. Également, il y a la dimension de l'espace intérieur qu'on ne retrouve pas ailleurs. Avec des murs derrière. Donc tout se passerait dans une pièce en fait. Tout serait concentré dans une pièce. J'aime bien la concentration, l'idée de concentration des formes comme ça, qui augmente la tension en fait, la tension entre les formes. Quand ça se passe dans Oui, ça on peut dire aussi, oui, puisqu'il y a l'évocation de murs par l'intermédiaire de ça. Un étal de boucher. C'est toute la viande qui est pendue. Enfin, Alors là, on est dans le jeu avec, enfin jeu entre guillemets, avec pas forcément la cruauté, mais la violence. Quoi. J'ai joué pas mal avec ça en gravure. Mais là, dans cette exposition-là, on est moins ici aussi. Dans cette exposition, ici, c'est quand même assez différent. Dans la guerre. Hein. Là, on est dans une interprétation d'une image de Tintoret, le massacre des innocents. C'est une partie du tableau. Enfin, la composition. Hein. Après, tout a été retravaillé. Quoi. Alors là, il y a les espaces, plutôt les figures grotesques inspirent souvent la gravure sur bois. Enfin, comment inspirer à certains moments la gravure sur bois. C'est-à-dire, c'est mon côté primitif, si vous voulez, renouer avec les figures primitives, qui en gravure sur bois me paraissait tout à fait naturel. Hein, c'est-à-dire, le bois, pour moi, c'est comme s'il avait la mémoire des effigies primitives. Il y avait des choses comme ça. Donc il fallait passer par un registre primitif comme ça pour... ça paraissait naturel pour... c'est comme
si vous voulez, chaque médium, à chaque fois qu'on change de médium, il y a quelque chose quelque chose de l'imaginaire qui va suivre et qui est propre au médium en fait. C'est-à-dire là, c'est une figure pour moi qui était propre au bois ou au lino, quoi. Alors que quand on démarre avec de la gouache, ben, on ne tombe pas sur des images comme ça. Vous ne croyez pas que l'analyse comme ça des tableaux, ça enlève quelque chose, hein, C'est possible. Non, ce qui est important, c'est d'avoir le premier regard sur une œuvre. Oui, et d'être comme ça, dans une espèce de première saisie. Oui. Après, oui, on peut s'intéresser. Mais en fait, c'est nous qui provoquons la discussion par rapport à un tableau, à notre ressenti, Yves, au départ, quand vous commencez votre tableau, est-ce que vous savez exactement où vous allez? Non. Voilà, non, ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire qui part. Alors dans le meilleur des cas, hein, parce que si vous voulez, il y a une façon aussi de travailler avec une discipline de travail. Moi, je travaille souvent. Par exemple, quand j'ai un sujet que je trouve qui est solide, bon, je vais le décliner par la couleur, par la façon, par la matière, je vais tourner autour, si vous voulez. Donc, il n'y a plus cette exigence d'être surpris par quelque chose. J'ai ce registre de travail, c'est une discipline de travail, si vous voulez. Mais régulièrement, également, au moins toutes les semaines ou tous les 2 ou 3 jours, il y a ce besoin, effectivement, d'être surpris par une forme, quoi. Donc de toujours travailler dans le lâcher-prise, voilà. C'est-à-dire quelque chose quelque chose de la liberté, quoi, complète, quoi. Et c'est en comptant là-dessus, d'ailleurs, qu'on donne un sens à la peinture. Si la peinture a un sens, ou si l'œuvre d'art en général a un sens, c'est bien parce qu'elle nous transporte vers un ailleurs à chaque fois. Sinon, si elle nous montrait à chaque fois la même image, eh bien on aurait depuis longtemps abandonné la peinture, quoi.